Je m'appelle Jamila Valentin, je suis artiste plasticienne. Mon atelier est à Strasbourg, donc je vis et je travaille à Strasbourg depuis quelques années. Donc au niveau de mon parcours d'études, je vais juste le faire rapidement, ça donnera aussi des indications sur ma production artistique actuelle. Donc j'ai commencé par un BTS en design textile et design de mode à Marseille, c'était mes premières études supérieures. Ensuite, je suis partie à la faculté des sciences historiques pour faire une licence en archéologie et en histoire de l'art. Je suis entrée ensuite aux arts décoratifs de Strasbourg, à l'AIR, en art-objet, et plus particulièrement à l'atelier bijoux. Mais la section art-objet était assez transversale, donc j'ai assez vite, je suis partie dans des formes un peu plus importantes. Pendant ces études-là, je suis partie un semestre à l'ADBK de Nuremberg, la Kunstakademie. Ça, c'était un passage très important aussi dans ma pratique. En sortant de l'AIR en 2018, j'ai intégré les ateliers de la ville de Strasbourg. Donc, c'est les ateliers de la ville, une sorte de résidence de 4 ans qui va bientôt, qui est déjà quasiment finie, oui. C'était un an après, en fait, oui, j'ai un problème de timing. Mais voilà, et au moment du Covid, j'ai décidé de reprendre les études aussi, comme ma pratique artistique était un petit peu freinée, et j'ai fait un M1 en écriture critique sur l'art contemporain, un master essai critique. Voilà, mais je compte faire le M2 tout bientôt. Mais j'avais envie de reprendre ma pratique en sortant du Covid et repartir en résidence et continuer mes projets. Voilà, donc aujourd'hui, je travaille, mon travail il se développe plutôt dans le Grand Est, en France, mais aussi dans tous les pays limitrophes, donc en Allemagne, en Belgique, un petit peu en Suisse aussi, donc vraiment dans cette région-là. J'ai différentes directions de travail, donc je travaille la sculpture, l'installation dans l'espace, mais toujours et encore l'objet qui est près du corps, le bijou contemporain. Je vous en montrerai à la fin du diaporama. Donc je vais commencer par cette pièce-là. Donc la pièce qui me concerne, c'est le grand disque que vous voyez à l'écran. Donc c'est une pièce qui se nomme, c'est une sculpture, donc qui se pose au mur, qui est en volume, qui se nomme Bord-Franc. Donc je commence par cette pièce qui a été réalisée entre 2017 et 2018, parce que c'était un moment important dans ma pratique. Mon rapport aux matériaux et au processus de création a beaucoup changé à ce moment-là, parce que je venais du monde des arts appliqués. Donc j'avais pour habitude d'imposer une pensée, une idée, l'idée d'une forme à une matière. Donc il y avait une espèce de translation assez directe entre une idée que j'avais et ce que j'allais en faire. C'est-à-dire que il n'y avait pas beaucoup de surprises pendant tout le processus créatif et pas beaucoup d'expérimentation qui me menait à la pièce finale. Et je ressentais une certaine frustration parce que voilà, ça faisait déjà 2 ans et demi que je travaillais de cette façon-là. Parce que finalement, si on cherche les outils adaptés, un peu d'aide à droite à gauche, les façons de faire, on arrive toujours à un résultat qui est plus ou moins proche de ce qu'on avait imaginé. Mais on perd énormément de possibilités, de hasards et de belles choses qui peuvent advenir pendant tout le parcours créatif. Donc là, j'avais décidé, c'était une vraie décision, j'avais décidé de travailler de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus empirique, et mon objectif était de créer des formes qui sont grandissantes, enfin des formes qui peuvent croître. Et dont la forme finale n'est pas prédéfinie. Donc ici, j'ai travaillé avec un matériau qui était à proximité, que j'avais de toute façon. J'ai quand même une très grande affinité avec le textile, encore aujourd'hui. Et donc là, j'ai travaillé avec de la toile de coton. Donc la toile, c'est l'armure la plus simple du tissage, qui permet aussi qui permet aisément de découper une surface en bandes. Par juste une incision, on peut déchirer. Le mouvement le geste de déchirement va déjà donner un certain mouvement au matériau et va faire s'effilocher aussi les fils de chaîne et de trame. Donc il se passe déjà quelque chose à ce moment-là. C'est des gestes très répétitifs, très réguliers. Et je suis venue simplement les enrouler progressivement autour d'un centre. Donc il y a toujours une naissance de la forme, mais pas forcément une finalité. Cette forme-là pourrait grandir encore à l'infini.
Donc, ce qui s'est passé, donc pour cette, bon, je rentre un petit peu dans les détails juste pour vous expliquer le processus. Ce qui s'est passé pendant la construction de cette forme-là, le textile, il va réagir à l'hydrométrie, il va y avoir un dégonflement, selon la tension aussi que je mets dans le bobinage. Donc la matière va se mettre en mouvement. Et un matin, quand je suis arrivée à l'atelier, il y avait une énorme montagne qui était sortie de la forme, sortie du disque. Et ma première réaction était de poser une planche dessus, de mettre les 2 pieds dessus et de réinsérer toute cette matière dans la forme. Donc ça, c'était finalement mon ancienne façon de penser. Il fallait que la forme elle corresponde à ce que je voulais. J'y suis parvenue, mais le surlendemain, cette montagne de matière elle était sortie, mais en plus elle avait migré. Donc en fait, elle avait complètement bougé à l'extérieur de la forme. Donc je l'ai laissée partir à ce moment-là. Alors là, on voit pas bien. Je sais pas si là on voit un petit peu. Oui, un petit peu. Mais finalement, cette matière est partie. Et toute la forme s'est resserrée et a créé une série de méandres comme ça au centre du disque. Donc finalement, je trouvais que cette forme était bien plus intéressante et pertinente. Et il y a un réel dialogue qui s'était instauré avec cette matière qui m'intéressait. Donc, pour continuer sur la série des formes en croissance, donc là on a compagnon numéro 1, donc c'est une forme qui a grandi à peu près sur 1 an. Donc c'est que du fil de couture qui a été enroulé, encollé progressivement autour d'un objet noyau, qui a à peu près la taille d'un marron, à peu près cette taille-là. Donc c'est un objet qui reste un peu mystérieux évidemment. Donc pour faire croître cette forme et pour lui donner cette forme progressivement, en fait, je croise les fils toujours au même endroit, toujours sur le même point, et on va avoir ces excroissances progressives et arriver à cette forme de noyau ou de coque. Et là, je me suis arrêtée à une dimension qui est agréable à porter, on va dire, qui entre dans les bras. Donc c'est vraiment une pièce à porter, à transporter, à donner, à prendre dans les bras. Donc il y a vraiment ce rapport à l'objet aussi qui était important. Donc ça, c'en est une en plus petit format, il y en a toute une série comme ça. Alors les objets qui sont à l'intérieur, ils font partie de ces objets auxquels on tient d'une certaine façon, qu'on n'a vraiment plus envie de voir par contre. Donc ce que je crée là, c'est pas un écrin, c'est vraiment, je l'ai fait disparaître, je l'ai fait devenir autre chose. Je raconte une autre histoire par-dessus. Donc ça, c'est de la même période. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Les silencieuses. Donc là, il n'y a aucun encollage, c'est des pièces qui sont montées progressivement avec ces mêmes bandes de textile qui ont été déchirées, donc avec déjà ce mouvement et ces godets qui sont apparus pendant la préparation de la matière. Pendant le bobinage, donc toujours un bobinage manuel, je me concentre exclusivement sur la paroi extérieure de la sculpture. Donc je pose délicatement bord à bord, toujours en tournant. Donc il y a vraiment aussi ce rapport très méditatif au travail, parce que c'est un travail vraiment de longue haleine et qui est très répétitif, qui pour moi est très satisfaisant et producteur de forme aussi. Et à la fin, il y a une seule épingle en acier trempé, donc une épingle de couture qui va maintenir la totalité de la forme. Donc là, ce qui est important aussi, c'est vraiment cette fragilité. Et c'est une sculpture qui est uniquement constituée de ce geste rotatif, sans liant, sans rien. Et ce qui s'est passé à l'intérieur, parce que par la tension que j'ai apportée sur les parois extérieures, alors là, on voit un peu les profils. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est que la matière, elle va se relâcher, elle va s'effilocher, et elle va vraiment prendre vie et se mettre en mouvement. Et ce qui m'intéressait là aussi, c'est que par ce procédé de croissance de la forme et de l'objet, de la sculpture, je commençais vraiment à arriver à des formes très organiques où il y avait une sorte de confusion entre ce qui est artefact, ce qui est organique. Alors là, voilà, ça fait référence, enfin finalement, ça fait penser aussi à des choses qu'on pourrait trouver dans un environnement sous-marin ou des coquillages ou des choses. Enfin, ça peut faire référence à plein de choses qu'on trouve dans la nature.
Donc ça, c'est toujours dans la même direction de pensée, c'est les incisions, donc elles sont toujours en duo. Cette fois, c'est un bobinage mécanique. Donc que j'ai mis en place, donc j'ai construit une petite machine très rudimentaire avec un moteur de ventilateur qui est fixé sur un support qui va activer un axe en rotation. De l'autre côté, j'ai forgé une pointe de serrage, donc ça fonctionne comme un tour à bois, sauf que l'action et l'apport de matière est à l'envers. Enfin, on vient apporter de la matière au lieu de la retirer. Et donc là, on voit bien qu'il y a un axe central. Et j'ai construit une structure au-dessus qui permet, comme sur une surjeteuse, de mettre les fils en tension. Ces fils passent dans un liant. Ce liant, c'est rien de très particulier, c'est une colle vinylique. Comme une colle au départ, j'utilisais la colle qu'on utilise pour relier des livres. Donc c'est ce type de colle qui est un petit peu dilué. Les fils passent dedans et ensuite ils arrivent sur cet axe en rotation. Et donc pareil, donc on a ce même processus de morphogenèse d'une pièce qui va grandir progressivement sur l'axe. Il y a quelque chose aussi de très sensuel. Je vais vous montrer une petite vidéo après où on voit justement la formation de la pièce, parce que là on va poser la main, la pièce elle va grandir progressivement. Voilà, donc là vous en avez quelques exemples. Ensuite, l'action la plus prégnante, la plus violente, finalement, c'est cette incision. Alors je coupe, voilà, d'un coup de cutter. Et là, vraiment, j'obtiens, enfin là, il y a vraiment, j'arrive à de très belles surprises ou de très mauvaises surprises aussi parfois. Mais en tout cas, c'est des pièces qui vont sécher à l'atelier pendant 3 semaines, parfois un mois, à peu près selon la taille. Elles peuvent aller jusqu'à 40 cm de haut et être gigognes aussi. Elles peuvent se déployer comme ça. Et donc, entre-temps, pendant tout ce temps de séchage, je vais aussi avoir le temps d'oublier de ce que j'ai pu réaliser. Et puis, pendant le travail, je choisis aussi les fils, leur texture et aussi leur couleur de manière très intuitive. Donc, il y a vraiment, je provoque aussi un peu ce hasard et aussi cette surprise qui est assez satisfaisante. Donc là, encore une fois, on se retrouve avec des formes qui sont à la frontière avec l'organique. Et en travaillant là-dessus, à un moment, j'étais tombée sur cette planche qui m'a beaucoup fait penser à ces formes-là. C'est une planche d'algues sous-marines qui sont vues au microscope. Ce qui me plaît aussi avec ces formes un peu archétypales, c'est que chaque personne qui va les regarder va interpréter, ça va faire référence à plein de choses. C'est vraiment des œuvres dont le sens est un peu mouvant comme ça. Alors ça peut être un cocon, ça peut faire référence comment, je sais pas, un sarcophage. Enfin, j'ai eu plein à une Vénus. Selon les formes, il y a eu plein de remarques, plein de directions différentes. Mais j'aime bien justement quand les objets, ils ont comme ça cette mobilité au niveau du sens. Voilà. Donc là, on voit un petit peu le volume que ça représente. Donc là, on voit aussi donc là, elles ont séché. Il y a eu l'air devait être très sec, donc elles ont courbé comme ça. Donc elles sont toujours en évolution finalement. Si on les remet ensuite dans un espace qui est plus humide, elles vont se regonfler et se redéplacer. Donc là, c'est une pièce, mais elle n'est pas encollée, celle-ci. Je vais vous la montrer après. Voilà, donc c'est la réalisation de cette pièce-là, donc sur la même petite machine, sauf que les bobines ne sont pas encollées. Et donc ça, c'est une installation qui s'appelle Inertie, qui a été présentée à plusieurs reprises dans différents contextes. Là, la photo que vous voyez à gauche, c'est au Kunstverein à Fribourg, qui est une ancienne piscine réaménagée. C'est un très beau lieu d'exposition. Donc le bassin était au centre, et là, j'étais à l'étage. Bon, le carrelage est pas incroyable, mais donc c'est une pièce qui se met en mouvement. Donc il y a 120 bobines qui se mettent en mouvement très doucement. Alors soit au passage des visiteurs, soit avec un courant d'air. Ou voilà, l'idée, c'est que c'est assez calme quoi, au niveau du mouvement. Elles s'entrechoquent tout en silence.
Là, j'ai travaillé vraiment aussi sur un objet qui est très anachronique, mais qui est encore à la limite un petit peu enfin, qui est encore dans nos souvenirs, qui est le fuseau, que vous connaissez sûrement, le fuseau de filage ou le fuseau de dentelle. Et c'est un objet qui fait référence encore à beaucoup de mythes, à beaucoup de choses, beaucoup de contes qu'on a aussi en tête. Et c'est finalement vraiment ce côté très désuet qui m'intéressait aussi dans cet objet-là. Enfin, après, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais suivre. On voit en mouvement. Bon, généralement, il n'est pas autant en mouvement, il a été mis en mouvement pour la vidéo. C'est une installation qui s'appelle Semaille. Donc, comme j'ai fait, enfin, c'est pas juste pour ça, mais j'ai fait aussi ces études en archéologie. Enfin, j'ai vraiment une passion pour l'archéologie expérimentale. J'ai toujours très envie de retrouver les gestes premiers, de retrouver les premiers mouvements qui vont permettre de générer une forme ou de créer quelque chose. Et j'avais une grande frustration en sortant de l'école. J'avais appris la fonte, de bronze, avec une très belle station de fonte qui était disponible à l'Aïr. Et en sortant de l'école, on n'a pas forcément les moyens, pas forcément la possibilité aussi d'acquérir tout ce matériel qui est assez coûteux. Et bon, là, je ne vais pas trop vous parler du sens de la pièce, mais plutôt du processus. Donc, j'ai commencé à regarder, ok, comment est-ce que je fais avec le moins de moyens possible pour produire une pièce en bronze. Et je suis revenue vraiment à la technique la plus ancestrale, donc qui date du néolithique, d'une fonte à la cire perdue. Mais je vais vous montrer une petite vidéo qui sera plus explicite que tout ce que je pourrais vous raconter. Bon, c'est une technique qui est encore beaucoup utilisée à Ouagadougou, par exemple. Enfin, il y a quand même, c'est encore assez actuel. Mais là, on voit. Donc ça, c'est une argile qui est directement extraite de la rivière qui est à côté. J'ai trouvé un endroit en forêt où il y a une rivière argileuse. Donc ça, c'est les moules en banco. Donc c'est un mélange de crottin de cheval et de terre. Le moment du dessirage. Donc la pièce qui a été formée en cire, elle est à l'intérieur du crottin de cheval et de la terre. On monte en température, donc il faut monter à 1050 degrés. Donc là, on pompe pas très longtemps, mais en réalité, on pompe pendant 2 heures. Et c'est un moule à usage unique, c'est-à-dire après, on l'ouvre vraiment comme un œuf de Pâques et on dégage la pièce. Mais je ressens toujours énormément de satisfaction dans ce genre de processus. C'est 5 jours de travail en forêt. Et puis finalement, le processus est beaucoup plus important. Et la rencontre avec les gens qui sont là-bas, avec les amis qui viennent avec moi pour tester ces techniques. Et du coup, j'y suis allée 3 fois, 1 fois par an, juste pour refaire des expérimentations, améliorer les techniques de réalisation, re-regarder des vidéos, recomprendre comment ça fonctionne. Et en rediscuter aussi avec des personnes qui savent mieux faire, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai récemment rencontré une artiste qui est spécialisée dans la fonte de cloche aussi, donc elle a pu me donner aussi pas mal d'éléments qui peuvent me faire avancer sur ces techniques-là. Rapidement, je vais vous présenter un projet qui est en cours. Donc de plus en plus, là, ce que vous avez vu, vous avez vu un projet en extérieur, mais les autres projets ont été réalisés à l'atelier. Et de plus en plus, j'ai envie d'aller vers l'extérieur. J'ai envie de rencontrer davantage les personnes, de travailler plus en résidence, de réussir à vraiment avoir plus d'interactions. Parce que être artiste seul, c'est vraiment, ça peut être très triste. Et donc j'ai vraiment besoin de ça en ce moment depuis 1 an à peu près. Donc je fais aussi de plus en plus d'interventions avec divers publics, des adultes, des enfants. Mais il y a quelque chose de très gratifiant là-dedans quand on vient aussi juste vivre une expérience avec tout un groupe pendant 1 jour, pendant 3 jours. C'est très nourrissant aussi pour sa propre pratique.
Donc ça, c'est assez important en ce moment. Et donc là, je vais aussi je pars en résidence prochainement pour un projet que je réalise avec les ouvriers d'une usine de fabrication de lin et en relation aussi avec les ouvriers communaux. Donc en fait, il y a il y a énormément de rencontres qui sont à venir par rapport à tous ces projets de résidence que j'ai mis en place. J'ai vraiment ce besoin en ce moment de partir un petit peu à l'aventure. Il y a une autre résidence qui va être plutôt en fin d'année où j'ai proposé un projet où je vais simplement, alors ce n'est pas des personnes que je vais rencontrer, mais c'est une rivière, c'est à Dompierre-sur-Bèbre. Et comme son nom l'indique, il y a la Bèbre qui traverse la rivière. Et en fait, je commence la résidence à la source et je fais 1 semaine et demie de randonnée en itinérance depuis le Massif central jusqu'au lieu de résidence. Et là, c'est une rencontre vraiment approfondie avec la rivière. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai envie de me mettre en mouvement de cette façon-là et de partir un petit peu à l'aventure et de voir ce que ça peut donner aussi pour bousculer un petit peu ma pratique d'atelier, sortir de ce que j'ai pu vous montrer précédemment. Voilà, donc là, le projet dont je vais vous montrer quelques bribes, qui est assez récent. J'ai fait un premier séjour de recherche au Kirghizistan, donc en Asie centrale. C'est un petit pays qui est juste en dessous du Kazakhstan et coincé entre la Chine, Tadjikistan et l'Ouzbékistan. J'ai fait une recherche là-bas sur 2 types de tapis très précis, des tapis en feutre, l'alakiz et le shirdak. Il y a plusieurs choses qui m'ont motivée à partir là-bas, donc notamment le travail textile, mais aussi une grande passion depuis longtemps pour la littérature de Chingiz Aitmatov, qui est un auteur kirghize, très reconnu, qui avait beaucoup été traduit aussi. C'est des romans, et j'avais envie de suivre un petit peu les personnages de ces romans que j'avais découverts. Et du coup, c'était vraiment un voyage de recherche un peu entre fiction et réalité, comme ça, parce que je suis passée par plein d'endroits aussi où les personnages de Chingiz vivaient ou passaient, où ils vivaient leurs aventures. Où dans ces histoires aussi, il y a beaucoup de descriptions qui sont relativement longues et très détaillées. Alors j'ai retrouvé des odeurs, par exemple l'odeur de l'absinthe de l'Anarcaille, il va en parler de manière très détaillée. Et en fait, je suis arrivée et d'un coup, j'ai senti cette odeur. Donc là aussi, on était vraiment, j'entrais directement dans la fiction par tous les sens. Donc il y avait ça qui était assez fascinant pour moi. Et de découvrir ce pays aussi qui depuis 91 est une république, donc qui est sortie de l'URSS à ce moment-là, et où il y a tout ce passé très communiste, tous ces bâtiments aussi en béton qui sont assez terribles, et ils ont tendance à repartir aussi vers une vie un peu plus nomade. En tout cas pendant les estives, ils remontent dans les montagnes et ils retrouvent leur pratique un petit peu ancestrale. Alors voilà, je me suis quand même retrouvée dans un pays très modernisé, très mondialisé, etc. Donc je vais pas trop approfondir sur ce voyage, parce que voilà, il y a eu énormément de surprises, quelques déceptions, mais surtout beaucoup de belles rencontres, de très belles rencontres avec des artisanes notamment, avec qui j'ai pu apprendre à feutrer. Alors il suffisait finalement de montrer ce petit carnet, hein, ça suffisait pour trouver des gens avec qui apprendre à feutrer. Et donc ce projet, il se construit en alternance avec une résidence au musée du feutre dans les Ardennes. Donc là, j'ai fait un premier séjour de recherche. Ensuite, je suis partie en résidence dans les Ardennes. Là, je repars en avril au Kirghizistan. Et quand je reviens, je fais une résidence de production dans les Ardennes. Donc là, quelques images des tapis qui sont étendus au soleil. Guljan, que j'ai rencontré tout à fait par hasard, avec qui j'ai beaucoup appris. Pendant quelques jours, on a travaillé dans son atelier, dans le jardin, dans la cour. Ça, c'est la technique du shirdak. Le shirdak, c'est un tapis en feutre qui est assez particulier. C'est un travail incroyable. C'est des sortes de marqueteries de feutre.
Donc là, c'est vraiment un tout petit shirdak, hein, c'est un coussin de chaise, mais les shirdaks font vraiment une taille, ils sont très très grands. D'ailleurs, marcher pieds nus sur du feutre, c'est une des plus belles sensations qu'on peut ressentir. Et là-bas, c'est assez fréquent quand même. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est tous les motifs. Il y a énormément de symbolique dans chaque motif. Alors on parlait que par des gestes, elle me laissait faire et puis ensuite parfois elle m'arrachait l'ouvrage pour me remontrer un geste parce qu'on ne pouvait pas vraiment communiquer à part sur une appli, mais c'était toujours un peu compliqué. Mais du coup on a passé beaucoup de temps en silence ou alors elle regardait des séries des séries d'amour un peu en kirghize, c'était rigolo. Je pouvais comprendre le scénario malgré la barrière de la langue. Donc ça, c'est l'atelier dans les Ardennes. Enfin, on voit pas vraiment l'atelier, mais c'est le bâtiment derrière. Et donc ça, c'était des premiers tests de teinture aussi. J'avais envie de travailler vraiment beaucoup sur les impressions colorées du Kirghizistan. Pour l'instant, il y a très peu de pièces qui ont été vraiment finies ou réalisées. C'est très complexe comme travail, en fait, surtout par rapport à comment rendre compte d'un voyage. Et qu'est-ce que ça veut dire déjà être touriste? Alors partir en tant qu'Européenne dans un pays comme ça, y aller en plus pour apprendre une technique et ensuite revenir avec cette technique en poche, enfin c'est quand même très particulier comme démarche et j'ai encore beaucoup de mal à l'insérer dans ma pratique, quoi, à le faire tout simplement, à produire une pièce à partir de ça. Alors pour l'instant, je m'en suis du coup vachement éloignée de la première restitution de ce projet va avoir lieu à Nancy dans un mois, dans une petite asso qui s'appelle Ergastule. Et en fait, le premier projet que j'ai vraiment finalisé, il est en verre, en pâte de verre. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le feutre. Et c'est fort probable, finalement, enfin, je vais sûrement réaliser des choses en feutre, mais voilà que j'ai besoin de passer par d'autres moyens, d'autres médiums pour parler de ce que j'ai pu vivre là-bas ou de ce que j'ai pu, de ce que j'ai envie en fait de raconter. En tout cas, la transformation de la laine est quand même très enthousiasmante. Donc, beaucoup de teinture naturelle, parce que ça, c'est quelque chose de très magique, quoi. J'en avais jamais fait auparavant, et arriver en résidence, c'était un moment où la nature offrait énormément de choses. Donc, Tanésie, millepertuis, verge d'or du Canada, il y avait des racines de prunelier, enfin, énormément de choses. Aussi de l'écorce de bouleau, enfin il y a tellement de végétaux avec lesquels on peut teindre. Et du coup j'ai obtenu, alors là elles n'y sont pas toutes, mais 32 nuances. Donc c'était très chouette. Et j'ai appris à feutrer, donc j'ai vraiment appliqué à la lettre ce que Guljan m'avait enseigné sur les mouvements pour le feutrage. Voilà, je vous montre quelques pièces de bijoux contemporains parce que dans ma pratique, j'ai toujours les deux. Donc, je les sépare maintenant un petit peu. J'aurais aimé laisser tout ça ensemble parce que je trouve que le lien, il est immédiat. Mais j'avais besoin d'être un peu plus claire sur ma pratique. Même si j'ai vraiment envie de garder cette liberté de pouvoir travailler à l'échelle du corps et aussi à l'échelle de l'espace. Donc ça, c'est des pièces en fonte, en argent. Qui s'appelle Les Parasites. Donc là, c'est le Parasite 13 à droite, et bon, l'autre, c'est un autre numéro, mais bon, c'est pas... Donc c'est des pièces, c'est des broches qui viennent parasiter la tombée du vêtement. Elles peuvent se poser aussi sur une poche au niveau de la chemise, ou alors sur un bord de vêtement, ou là, dans le dos, ou sur un col. Donc ça vient toujours déformer par le poids le vêtement, et ça se présente comme une petite bobine de fil. Donc ces pièces-là, elles ont été réalisées... donc je les ai réalisées en textile, ensuite enfermées dans du plâtre réfractaire, je les ai mis dans un four.
Je parle technique, mais c'est parce que j'aime beaucoup ça. Et après, je les ai brûlées entièrement, donc toute la matière organique a disparu, et à la place, j'ai mis du bronze en fusion. Donc c'est des pièces uniques, un peu radicales, comme ça. Entre-temps, j'en réalise aussi qui sont moins radicales dans leur production, qui sont effectivement moulées dans un moule en élastomère et ensuite reproduites en cire pour ensuite être coulées en bronze. Parce que entre-temps aussi, elles sont présentées dans une galerie à Bruxelles, donc j'ai toujours besoin d'en réaliser davantage. Ça, c'est les bagues pliées. Donc là, il y a tout un mouvement du textile en fait qui revient. C'est les premières pièces que j'ai réalisées en arrivant à la HIR. C'était comment retrouver, parce que comme j'étais aussi en formation textile avant, comment reproduire finalement la même souplesse, les mêmes plis, les mêmes types d'assemblage qu'avec le textile, mais sur le métal. Donc finalement, c'est que la force et l'outil qui va changer. Donc en chauffant à rouge régulièrement, en apportant des coups de marteau, ou alors avec des gabarits plutôt d'ailleurs, dans un étau, on va réussir à retrouver une souplesse qu'on avait avec avec les mains, le fer à repasser, la vapeur sur le textile. Donc voilà, il y a des plis creux, des plis plats, des plis scie-soleil, etc. Donc ça, c'était vraiment les premières recherches où je commençais à appréhender un petit peu le métal et le travail du métal. Voilà, donc ça, vous le reconnaissez, mais là, elles sont sous forme de broches. Voilà.